Alors donc je suis François Rioux, je suis enseignant-chercheur au GREC, le laboratoire de l'Université de Caen qui est sur tout ce qui est sciences et technologies de l'information et de la communication, donc informatique entre autres, et j'enseigne à l'université. Alors je vais essayer de vous convaincre que l'intelligence artificielle est en train de se construire, qu'elle se construit sur le dos des humains et que ça s'appelle Big Data. Alors je vais procéder comme selon le fil de l'eau des données. Alors je vais parler de données, mais globalement c'est tout ce qui est traces numériques. Je vais donner des détails, mais données, traces numériques, à commencer par examiner ce que nous laissons comme traces numériques. Quels sont aussi les acteurs, qui sont les fournisseurs de données et comment est-ce qu'elles sont utilisées. Comment elles sont utilisées par la machine, donc de quelles informations dispose la machine, ce qu'on peut en tirer à partir des déductions de la machine, à qui ça profite et comment on peut y échapper. Alors, je défends le point de vue que, un petit peu comme dans Matrix, en fait, la machine a besoin non pas d'énergie, parce que ça on la lui donne gentiment, mais elle a besoin de données pour apprendre, vivre, se développer. Quand je parle de la machine, c'est la future intelligence artificielle qu'on nous promet depuis tant d'années et qui est en train de se construire. Et on va voir qu'elle se construit grâce aux humains, c'est-à-dire que c'est les traces des humains qui sont analysées pour faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage artificiel essentiellement, mais que c'est à la base, c'est l'humain qu'on aspire en fait. Que l'intelligence artificielle qui va en résulter, ce sera le fruit de toutes les traces des humains qu'on aura pu analyser depuis qu'on s'intéresse à cette thématique. Alors pour revenir un petit peu en arrière, la situation dans les années 2000, elle était assez simple. On avait d'un côté, donc sur la gauche, des utilisateurs qui utilisaient des médias de communication, donc alors à l'époque les tablettes pas trop, mais les mobiles ça commençait, c'était surtout les ordinateurs. Puis ça interagissait avec ce qu'on appelait l'Internet. On ne savait pas trop exactement ce que c'était à l'époque, ça naissait. Et c'était relativement clair à l'époque ce qu'on faisait. On allait sur un site, on avait de l'information, c'était essentiellement documentaire, c'était assez peu marchand ou communautaire, et on allait sur l'Internet. Ça, c'était en l'an 2000. On s'aperçoit qu'en fait, cet Internet, ce nuage, en fait, il sait tout sur vous. Il sait tout sur vous. Alors, quand je dis qu'il sait tout sur vous, disons qu'il en sait suffisamment sur vous pour prendre des décisions avec lesquelles vous seriez d'accord. Typiquement, vous recommandez un film, un disque, un achat. Alors, l'ordinateur va savoir, enfin, quand je parle de l'ordinateur, la machine, le web, le nuage va savoir ce que vous mangez, vos mots de passe. Vos mots de passe sont enregistrés sur vos téléphones, donc sont accessibles. Votre localisation, où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous bougez, quels sont vos itinéraires, votre date d'anniversaire, vos fêtes, du coup votre religion aussi, votre réseau, l'endroit où vous habitez, si vous habitez dans une maison, dans un appartement, où est-ce que vous vous connectez. Les bornes Wi-Fi vont garder une trace de votre présence aussi. Si vous fumez, et j'ai mis 2 fois de la bouffe en fait. Avoir un problème avec la bouffe. Donc voilà, le réseau il sait tout sur vous, et entre autres il sait tout sur vous parce que j'ai dit vous nous dites tout parce que moi je m'inclus un peu dans le réseau, je travaille à la conception de cette intelligence artificielle, et vous nous donnez tout, absolument tout, les photos, les itinéraires. On a des montres connectées, on va avoir votre rythme cardiaque, quand est-ce que vous dormez, avec les objets connectés.
quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous prenez de l'eau, à quelle heure vous allumez le chauffage, quelle heure vous dormez, comment vous dormez, ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'humain qui donne toutes ces traces généreusement à ce qu'on va appeler une machine. C'est pas une entité, c'est plein d'entités, mais ça vise à la réunification d'une machine. Et c'est l'être humain qui est tout à fait volontaire. Donc, il y avait donc... Voilà, donc c'est qui fournit les données, c'est nous. C'est nous avec nos interactions et la liberté qu'on donne au système de mémoriser, de conserver nos traces. Alors dans les années 84, on parlait beaucoup du roman d'Orwell là, qui prophétisait une société de surveillance avec une caméra chez chacun. Et alors, donc ça, c'est une situation d'un obscur inconnu. Enfin, le gars, il est acteur, il tweet et bon, il dit qu'il a fait une blague en disant que ce qu'Orwell n'avait pas prédit, c'est qu'on achèterait nous-mêmes les caméras. Voilà. C'est nous qui achetons les caméras. Et que notre plus grosse crainte, c'est que personne ne regarde. Effectivement, on s'engage sur plein de choses, on like des choses sur Twitter, sur Facebook, on poste des choses et on regarde est-ce que quelqu'un a réagi, on poste une photo, on se filme, on se met en scène et voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde quoi? C'est ça qui est devenu important. Alors derrière, ça nous plonge vers toute l'économie de l'attention. C'est des choses que je ne vais pas forcément développer, mais en tout cas, il faut vraiment prendre conscience que il n'y a absolument pas besoin de mettre en place les outils techniques pour un système totalitaire. Le consommateur moyen s'en charge très bien lui-même. Bon, alors je disais que c'est nous qui fournissions les données, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Disons que les données de base sur nos interactions, sur nos goûts, oui, c'est nous qui les fournissons. Mais il y a quand même des petits malins qui vont être en première ligne et qui vont calculer des choses. Alors par exemple, qui à partir de votre adresse IP, qui est l'adresse qui vous est attribuée par votre fournisseur de services, qui vont dire bah, vous êtes dans telle ville et dans tel quartier et dans telle région. Voilà, on va savoir déjà où est-ce que vous êtes. Et il n'y a pas besoin de dire oui ou non j'autorise la localisation avec mon navigateur. Quel âge vous avez, quel sexe, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, mais aussi votre genre. C'est-à-dire qu'on a vu des études émerger où, en analysant des séries de photos de gens qui se déclaraient être gays ou de gens qui n'étaient pas gays, on arrivait à déterminer à l'avance, avec 80 ou 90% de chance, l'orientation sexuelle de la personne. Vous allez être identifié uniquement, alors ça c'est un concept sur internet, si on prend la combinaison de toutes vos informations techniques, sur quelle machine vous êtes, avec quel système d'exploitation, quel navigateur, bah en gros ça donne un espèce de nombre et chacun est unique dans le monde. Et il y a des gens qui gèrent ces choses-là, qui permettent donc à d'autres personnes de vous identifier précisément. Alors pas, attention, quand je parle d'identification, je ne veux pas parler de vie privée non plus. Personne ne s'intéresse à vous personnellement. Je vous rassure, tout le monde s'en fout de vous. Ce qui nous intéresse, c'est les petites données dans toute la masse. Mais votre vie privée, les gens, voilà, les acteurs de l'Internet, à part problème ailleurs, ne vont pas abuser de ça. Mais quand je parle d'identification unique, le fait de vous identifier, c'est pouvoir d'un site web à l'autre détecter que c'est vous qui avez effectué la même visite. Puisque quand vous visitez des sites web, c'est une machine qui vous répond, et c'est potentiellement, si vous visitez plusieurs sites web, c'est plusieurs machines qui vous répondent. Et donc, il faut qu'il y ait une espèce de, pas d'intelligence globale, mais au moins
de réseau qui puisse vous dire Monsieur X est passé à plusieurs endroits et donc on va pouvoir faire un rapprochement entre les données de Monsieur X. La navigation, hein, toutes les traces d'interaction que vous laissez avec le réseau, l'ordre dans lequel vous voyez les pages, l'ordre dans lequel vous voyez les sites, l'ordre dans lequel vous voyez les résultats de recherche sur Google, tout ça est analysé. Toutes les transactions que vous effectuez, hein, si vous avez, pour peu que vous ayez des cartes de fidélité, on va analyser ce que vous achetez. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin, tout ce que vous rédigez quand vous écrivez des mails, des textos, ou quand vous écrivez des textes, par exemple. Ces textes, potentiellement, peuvent être analysés pour nourrir de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est les petits malins, hein, qui vont être organisés en petits services, hein, qui structurent un petit peu tout l'écosystème d'Internet. Hein. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, il y a des gros malins qui sont, eux, en haut de la pyramide, mais ils sont aussi complètement en bas, hein, c'est-à-dire qu'ils mélangent tous les genres, ils servent à la fois d'entrée et de sortie. Si on s'interroge, par exemple, sur le rôle de Google, il y aurait quand même beaucoup à dire. Et ces gens-là mettent à disposition des applications que tout le monde va utiliser, typiquement le mail de Google, Facebook pour le réseau social, Amazon pour faire des achats, Apple pour du matériel, de la musique, même si vous achetez un disque des Beatles, ça va chez Apple, Microsoft aussi pour le matériel et le logiciel. Et tous ces gens-là vont prélever les données de vos interactions. Alors, une fois qu'on a des données, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc là, je vais rapidement vous expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, et plutôt je vais parler d'une partie de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage automatique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique? Alors, il ne s'agit pas... à l'extrême, il s'agirait qu'une machine puisse prendre en charge un enfant et lui servir de tuteur pour lui apprendre quelque chose, réagir. Bon. L'apprentissage automatique, à la base, c'est uniquement être capable de faire la différence entre deux choses qui sont proposées. Par exemple, est-ce que vous aimez Star Wars ou est-ce que vous aimez plutôt des films sur l'histoire ou des films romantiques? Faire la différence entre deux choses. Est-ce que vous êtes plutôt dans le groupe des gens qui aiment la variété ou plutôt dans le groupe des gens qui aiment le punk? Voilà. Tout est histoire de couper les choses en deux et de mettre les choses dans des boîtes. Donc on en est là à essayer de faire de l'apprentissage automatique, on va avoir, c'est d'apprendre sur des données pour rendre des décisions. Je vais donner quelques petits détails. L'idée, c'est une fois que vous avez les goûts de chacune des personnes, eh bien, vous allez pouvoir les représenter dans des espaces. Voilà, on va dire par exemple, là j'ai pris une représentation en 3 dimensions. J'ai mis le gâteau sur l'axe des X, la nourriture sur l'axe des Y et puis sur l'axe des Z, le logement. Et puis nos 3 personnes, finalement, selon les endroits dans lesquels elles habitent, selon leur goût, selon ce qu'elles mangent, selon leur mois de naissance, elles vont être positionnées dans cet espace de représentation à différents endroits. Alors bon, on a l'habitude de voir des représentations en 2 dimensions. Hein. On va placer par exemple des ronds et des coins, des ronds et des carrés, des ronds et des croix pour les différencier. En 3 dimensions, on imagine que c'est des points dans l'espace. Et puis, en fait, on travaille sur des choses qui sont multidimensionnelles parce que pour chaque trace que vous avez laissée, en fait, c'est une façon de nourrir une dimension. C'est par exemple votre appétence au genre film de guerre, ou votre appétence au genre film d'histoire, ou film romantique, ainsi de suite. On va décrire chaque personne sous forme de colonnes comme ça. Et puis on va les représenter dans ces espaces. On va faire ça avec plein de personnes. Et ça va nous permettre de travailler sur des concepts de distance et donc de similarité entre les gens. On va pouvoir faire des groupes de gens qui ont des comportements à peu près similaires
en général relativement à une cible. On regarde par exemple qui est-ce qui achète du pop-corn. Puis on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de commun entre les gens qui achètent du pop-corn. Ah bah c'est un âge, et puis c'est quand ils sont au cinéma, ou ce genre de choses. Voilà, on précise. Et avec ça, on va pouvoir traiter les gens avec des concepts de distance, de similarité. Et à partir du moment où on est capable de trouver des similarités ou des distances entre des gens, eh bien on peut les séparer en différents groupes. Il suffit par exemple que dans un groupe, on ait repéré une personne qui, pour un produit nouveau, a eu une appétence particulière. Et bien à toutes les personnes du groupe, on va recommander le nouveau produit. Donc une fois qu'on a distance et similarité, on peut faire de la séparation et donc on peut prendre des décisions. Donc ça c'est la présentation un petit peu générale de qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique. Donc c'est une branche importante de l'intelligence artificielle. Et alors, plus précisément, si on rentre un petit peu plus dans les détails de mathématiques, on va dire, la théorie, une grosse partie de la théorie qu'il y a derrière l'apprentissage artificiel, c'est d'essayer de découvrir quelle est la bonne fonction, en fait. C'est-à-dire que vous avez une personne, vous ne connaissez pas sa couleur, et il faut calculer la bonne fonction. Alors vous avez plein d'exemples. Vous savez que monsieur X il réagit comme ça, madame Y comme ça, ainsi de suite. Vous avez plein d'exemples. Donc vous avez des exemples d'une fonction sur quelques éléments particuliers et il faut essayer de généraliser cette fonction. Calculer la fonction qui va permettre d'affecter, je sais pas, par exemple, c'est une fonction qui répond 1 si c'est bleu, 2 si c'est vert et 3 si c'est marron. Voilà, calculer cette fonction. Alors, aller plus loin, ça nous emmènerait vers des choses qui seraient beaucoup trop techniques. Mais sachez qu'on a des techniques, entre autres, à base d'apprentissage de réseaux de neurones et d'apprentissage de réseaux profonds, ce qu'on appelle le deep learning. On a maintenant des techniques pour quasiment approximer toute fonction. Alors, je prends un exemple d'une fonction, c'est vous placez un être humain devant une série d'images, des chiens et des chats par exemple, et il doit mettre d'un côté les chiens et de l'autre côté les chats. Ça c'est une fonction. Et c'est l'être humain qui fait ça. Imaginez l'application, on voit un amas de cellules, c'est cancer ou pas cancer. Bon, bah, un humain était formé à faire ça. Là, on peut apprendre à une machine, à partir de ce que l'humain a produit comme résultat, on va montrer à la machine tous les exemples, on va lui dire à chaque fois voilà quelle était la bonne décision, et la machine va apprendre la fonction. Elle va approximer la fonction. Alors si parmi vous il y en a qui ont fait un petit peu de science et un petit peu de physique surtout, il y a une fonction qui est assez emblématique et qui est difficile à approximer, c'est l'équation de Schrödinger. Alors c'est une équation qui est assez complexe et qui régit l'état d'une particule à un instant donné, sous un potentiel donné. C'est en lien avec la mécanique quantique. C'est une équation, sous sa forme, elle n'est absolument pas horrible à voir, mais elle est compliquée à résoudre et d'un point de vue mathématique, à ma connaissance, on n'a pas de solution à cette équation. Donc on est obligé de l'approximer en fait. Alors on a des techniques numériques pour faire ça, mais ce sont des techniques qui savent ce que c'est, comment est conçue l'équation de Schrödinger, quels opérateurs l'utilisent. On peut faire apprendre cette équation de Schrödinger à un réseau de neurones. Donc là, je vous ai montré l'exemple, on a le potentiel d'excitation qui est en orange, et puis on a deux courbes, vous voyez, qui se chevauchent. Il y en a une qui est très régulière, qui est ce que dirait la théorie, et une un petit peu approximée, c'est celle qui a été approximée par le réseau de neurones. Vous voyez qu'il est, il est très très bon, quoi. Imaginez qu'on demande de prédire un cours de bourse. Bon, vous voyez la fonction qui a été approximée en fonction de l'excitation en orange, elle est pas, on ne peut pas la deviner comme ça, quoi. Et le réseau l'a apprise toute seule. Alors,
sur des fonctions un petit peu plus compliquées, avec des excitations un petit peu plus complexes, ben on voit que voilà, il essaye de suivre péniblement au début. Et puis là, sur la fin, ça se passe pas bien. Il y a vraiment une approximation qui est assez mauvaise. Mais imaginez que on vous apprenne à faire de l'écriture. Dans votre cerveau, il va y avoir ces mécanismes-là. Vous allez essayer petit à petit de reproduire un tracé qu'on vous a donné. C'est ces mécanismes-là qui sont à l'œuvre dans le cerveau. Et c'est ces mécanismes-là qu'on arrive à simuler d'un point de vue informatique pour approximer toute fonction. Toute fonction, sous réserve, c'est un peu trop général ce que je dis, mais voilà, énormément de fonctions. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces techniques? Eh bien, on va pouvoir gérer tous les éléments là que j'ai listés sur le transparent. La première chose et la chose qui est la plus facile à gérer au niveau des traces, c'est une action. Une action, c'est un like. C'est quelque chose qui est vrai ou qui est faux, une action. C'est est-ce que monsieur a visionné la vidéo ou pas? Là, on est en train de parler de quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Donc les actions, c'est je clique quelque part, je clique sur un bouton, je clique sur like. Une action, c'est vraiment le plus petit élément de données qu'on va pouvoir utiliser. Alors à partir de ces actions, on va pouvoir qualifier un engagement par rapport à quelque chose. Par exemple, Facebook, quand vous cliquez sur un média ou quand vous likez quelque chose qui est drôle ou qui est orienté d'une certaine façon politiquement ou sociologiquement, l'algorithme de Facebook qui analyse vos interactions va tendre à vous proposer plus de contenu dans le sens de ce sur quoi vous vous êtes engagé. Quand je parle d'engagement, c'est la manifestation d'un intérêt pour quelque chose. On parle d'engagement sur un média. Engagement sur un média, c'est je clique dessus, je le partage, je le transfère, je le regarde. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément de granularité, c'est l'action. Alors, tous les achats que vous effectuez, typiquement acheter une barre de chocolat, acheter un ordinateur, c'est une action. Et ces actions peuvent être analysées. Quand vous regardez un film, c'est une action. Alors, plus complexe, on peut analyser des textes. Alors, entre autres, il est important d'analyser automatiquement des textes pour avoir des éléments sur la valeur d'un avis, par exemple. Il y a beaucoup de textes qui sont des commentaires sur des œuvres, sur des films, sur des vidéos. Et on a besoin, par exemple, pour promouvoir certains médias, de déterminer si les commentaires qui sont fournis par les utilisateurs sont élogieux ou plutôt désagréables. Et puis on a besoin aussi de comprendre les textes, de les analyser. Alors là, pour des besoins de recherche traditionnels, typiquement des textes médicaux, pouvoir les indexer, mais aussi pour mettre en valeur l'information. Et puis surtout, il y a des choses qu'on trouve de plus en plus actuellement, c'est que les textes sont de plus en plus générés par des machines qui ont besoin de se nourrir de textes correctement écrits, donc écrits par des humains, pour apprendre quelles sont les récurrences dans les façons d'écrire les textes et pour pouvoir écrire des textes qui paraissent naturels. Je parlerai d'image tout à l'heure, mais là je parle de texte. Dans le texte, on a la notion de séquentialité, c'est-à-dire qu'un texte, c'est des caractères qui arrivent les uns après les autres. Il y a d'autres types d'informations que la machine sait analyser, c'est tout ce qui est séquence d'actions, séquence d'événements. Et en particulier, on peut analyser de la voix. Alors, ça peut permettre par exemple de générer automatiquement des sous-titres. On peut aussi analyser de la musique.
Et quand je vous... Alors, il y a des machines, il y a des ordinateurs actuellement, des machines, des algorithmes, qui écrivent de la musique, qui génèrent de la musique, qui génèrent des films, qui génèrent des jeux vidéo. Il y a des gens qui sont en train de se demander que va devenir la création humaine. Alors, pour essayer de comprendre, pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de la machine là-dessus, mais je reviens sur le texte et sur la compréhension du texte. Il faut considérer que la machine, elle va se comporter un petit peu comme un photocopieur. À partir du moment où vous la nourrissez avec un texte, et que vous lui demandez d'apprendre ce texte, si vous réinséminez une partie du texte, elle va reconstituer la suite du texte. Je vais prendre un exemple qui va peut-être parler à ceux qui sont musiciens ou amateurs de musique. Quand vous écoutez une suite de morceaux qui sont toujours dans le même ordre, par exemple vous écoutez le disque d'un artiste et il y a une dizaine de chansons et toujours dans le même ordre, faites attention, à la fin d'un morceau, si vous avez l'habitude que ce morceau-là soit suivi par un morceau particulier, eh bien dans votre cerveau vous allez entendre les premières notes pendant le silence entre les deux morceaux, s'il est suffisamment long. Vous allez entendre les notes du morceau d'après qui démarre. Et ce n'est pas juste parce que vous le connaissez par cœur. C'est parce que votre cerveau a été habitué à entendre ces musiques-là et ces enchaînements de musique toujours de la même façon, toujours avec le même tempo. Et il y a quelque chose qui s'est fait, qu'on arrive à modéliser d'un point de vue mathématique, avec des réseaux ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents. Il y a quelque chose qui s'est fait dans votre cerveau où vous avez appris cette séquence d'événements temporels qui fait que votre cerveau régénère tout seul la musique. Alors il ne va pas le générer très longtemps, parce qu'après, du coup, il est obligé d'aller puiser dans sa mémoire pour réinjecter. Mais bon, au niveau humain, ça ne fonctionne pas. Par contre, au niveau de la machine, on arrive à faire ça parfaitement, avec du texte, avec de la musique, on arrive à générer des vidéos, enfin, bon, des tas de choses. Après, on peut discuter de est-ce que c'est de l'art ou pas. Pour moi, ça n'en est pas, mais bon, c'est un calcul. Alors, autre sujet important, les images. Donc les images, ça c'est quelque chose qui se prête très très bien à ces technologies de réseau de neurones. On sait parfaitement, enfin, quand je dis parfaitement, on sait vraiment très très bien faire de la reconnaissance d'images maintenant. Donc prendre une image, détailler quels sont les éléments de l'image, est-ce qu'il y a un chien, est-ce qu'il y a un chat, est-ce qu'il y a une personne, est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce que c'est quelqu'un qui est menaçant, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas menaçant, j'ai une base de données de visage, est-ce que le visage que je cherche est sur cette image, tout ça on sait faire maintenant, grâce à ces techniques d'apprentissage artificiel. Le texte, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on parle de compréhension, c'est une compréhension artificielle, mais elle est suffisante pour faire de la traduction, et de la traduction d'excellente qualité. On sait également gérer plus généralement des graphes, c'est-à-dire que ça c'est la forme la plus générale des données, c'est considérer des entités qui sont reliées par des relations. À partir du moment où on est capable de gérer ça, on est capable de formaliser énormément de choses sur la géographie, sur les rapports entre les gens, les rapports dans l'espace, les rapports dans le temps. Dites-vous qu'on sait pas tout faire, mais c'est très avancé. Alors, je vais prendre un exemple qui a défrayé la chronique il y a un an, qui était le travail de Google sur la conception d'un programme qui a permis de battre le champion du monde de Go. Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste du Go, ni des techniques qui permettent de concevoir des machines qui peuvent jouer au Go. Mais j'ai des collègues qui ont écrit dans le journal de la recherche de l'université de Caen qu'il s'agit d'une défaite de l'humain
contre une machine qui a été conçue et entraînée par l'humain. Et il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que, là je reviens à mon point de départ, c'est que cette intelligence artificielle qui est en train d'émerger, elle est bien sûr le résultat du travail de chercheurs en mathématiques, en physique, en informatique, mais elle se nourrit de données, elle a besoin de données. Et entre autres, cette intelligence artificielle, pour apprendre à jouer au Go et pour vaincre le champion du monde de Go, il a fallu qu'elle ingurgite toutes les parties de Go qui avaient été jouées par des humains, et qu'à partir de ça, elle s'entraîne à jouer contre elle-même, mais de tous les côtés, c'est une machine qui est programmée par l'humain et qui est nourrie par l'humain au niveau des données. Donc, cette intelligence artificielle qui est en train d'émerger, je rappelle, le point de vue que j'essaie d'exposer aujourd'hui, c'est que elle est fabriquée par l'humain et elle est nourrie par l'humain. Alors, à qui ça profite ? Eh bien, au grand capital, on ne va pas se cacher, c'est pas à vous que ça profite. Sauf si vous pensez que d'avoir des bonnes recommandations de produits quand vous allez chez Amazon, ça vous est profitable. Là aussi, on peut débattre de ça. Mais a priori, c'est pas à vous que ça profite, c'est plutôt... j'essaie même de vous faire comprendre que vous êtes en train de vous faire aspirer. Et qu'en plus, vous ne payez pas pour vous faire aspirer. Il y a des gens qui payent pour avoir des pubs. Il y a par exemple des abonnements de téléphone qui sont gratuits, mais pour avoir des minutes de communication, il faut regarder des pubs. Donc, il y a des gens qui gagnent de l'argent à regarder des pubs. Et ça va être une occupation de plus en plus importante. Donc à qui ça profite ? Ça profite aux marchands, qui vont mieux vous cibler, qui vont pouvoir mieux vous vendre des produits. Facebook, c'est difficile de savoir, de dire dans un premier temps à quoi ça profite à Facebook d'avoir toutes vos données ou à Google, mais tout simplement ils les revendent à d'autres personnes qui, elles, vont essayer de vous vendre des choses parce qu'elles auront détecté que vous avez une appétence particulière à quelque chose. Comment est-ce qu'on peut échapper à tout ça ? Je suis tout à fait conscient de tenir un discours pas forcément alarmiste, mais pas forcément non plus naïf par rapport à tout ça. Et moi, j'avoue que plus ça va, plus ça me gêne, ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Alors, on peut y échapper, mais il faut être très, très, très motivé, quoi. Avoir un téléphone portable qui laisse pas de traces, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et ça demande de la rigueur. Il faut tout le temps effacer ses traces, se déconnecter du réseau, utiliser le moins possible le GPS. Pour échapper à ce système-là, il faut avoir quelque chose à cacher. C'est de grave. Après, loin de moi l'idée de vouloir dire où est la limite entre ce qu'il faut cacher et ce qu'il ne faut pas cacher. Mais en tout cas, bon, il n'y a guère que les espions, les gens, les terroristes, toutes les mafias qui cherchent à échapper à ce système-là et qui ne passent pas par Facebook, ni Google. Bon. Donc c'est vraiment difficile. J'ai récemment acheté un nouveau téléphone, il y a 1 an, sous Android. On est incité de partout à enregistrer nos mots de passe chez Google, à déposer nos photos chez Google, à tout confier à Google, jusqu'au clavier. Quand on tape, c'est un clavier de chez Google qui analyse votre façon de taper et qui vous propose, selon les récurrences de ce que vous avez tapé, de compléter. Bah oui, ça va plus vite, mais Google a l'info de ce que vous tapez. Donc là, c'est un constat un petit peu triste, c'est que c'est quand même difficile d'échapper à tout ça. On pourrait quand même se plaire à penser que ça puisse changer. Donc essentiellement grâce à de l'éducation, de l'information et des procédures de déconnexion. Il faut apprendre, il faut informer les gens sur ce qui se passe.
sur les informations que les marchands détiennent sur vous. On a des lois en France qui sont assez bien respectées. Malheureusement, tout ça concerne essentiellement des acteurs qui sont en dehors de France. On a déjà du mal à leur faire payer leurs impôts. Donc d'ici à ce qu'ils ouvrent leurs données, donc de l'éducation, de l'information et de la déconnexion, hein, globalement, il faut... moins on utilise ces services, hein, personne ne vous oblige à mettre votre mail chez Google. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un mail chez Google, sauf si vraiment vous voulez que Google lise vos mails. Mais sinon, franchement, au niveau de l'interface, ça n'a pas d'intérêt. Je peux concevoir qu'il y ait un intérêt à partager des documents, mais là aussi, il faut savoir que Google les lit. Ou à gérer sur le cloud, c'est pareil. Prenez des clouds privés, payez-les. Prenez des mails où vous allez payer. Enfin, de toute façon, avec votre fournisseur d'accès, vous avez un mail privé. N'utilisez pas un mail Google, par exemple. Donc j'en viens à l'histoire de la gratuité où on cherche à vous faire croire que vous ne pouvez pas échapper au fait que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, effectivement, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est vous le produit. Mais on peut payer pour un service. Hein. Vous le faites avec vos providers privés, hein, chez SFR, Free, ainsi de suite, Orange. Vous avez des adresses mail, servez-vous-en. C'est peut-être moins pratique que Gmail, mais au moins, il n'y a personne qui lit vos mails et qui va vous faire de la recommandation de pub à partir de ça. Et il faudrait essayer de retourner les choses. Hein. C'est-à-dire que, justement, si ces marchands mettent en place des systèmes gratuits, c'est pour que vous soyez leurs produits. Et donc, il faut décider à un moment donné que vous n'êtes pas les produits d'Amazon. Quand je dis que vous êtes les produits d'Amazon, c'est-à-dire que même si vous n'achetez pas chez Amazon, vos données sont analysées et vont servir à nourrir la navigation de quelqu'un qui va acheter chez Amazon. Parce que vous donnez vos goûts à Amazon, vous allez faire des rapprochements entre des produits auxquels personne n'aurait pensé. Et donc, il faudra affirmer que si c'est vous le produit, il faut que les gens payent vos données. Vos données, elles ont de la valeur. Et pareil, quand vous payez, interdiction de prendre vos données. Ça devrait être encore plus réprimé, quoi. Bon, sur un service gratuit que les gens prennent mes données, je veux bien, mais sur un service payant, il y a des gens qui prennent mes données. Alors là, ça arrive quand ? Vous allez faire réparer votre voiture, ou vous commandez une pièce pour une voiture, et puis le gars vous dit on ne l'a pas, on vous rappelle, c'est quoi votre numéro ? Et paf. Et vous allez recevoir des textos. Alors des textos du garage qui fait les réparations, mais personne ne l'empêche, lui, de vendre votre numéro de téléphone à quelqu'un d'autre, qui va faire un rapprochement avec autre chose. Et on vous demande toujours votre numéro de téléphone, et votre mail, et votre adresse. Le mieux, c'est les cartes de fidélité pour ça. Là, vous donnez tout. Il y a des gens qui se prononcent pour une nationalisation des données. Quand je parle de nationaliser, c'est au même titre qu'on a pu nationaliser des entreprises privées par le passé. Là, ça nous relance vers la gestion des biens communs. Hein. Donc on peut considérer quand même que les données personnelles sont des biens privés, mais qui devraient être gérés par des acteurs publics, pas par des acteurs privés. Et donc être convaincu que vos données personnelles ont une valeur. Il y a eu des tentatives de mettre en place des services où, contre le fait que vous remplissiez certains formulaires, où vous donniez des informations, on vous donnait accès à des réductions. Voilà, on peut imaginer qu'il peut y avoir des partenariats relativement officiels comme ça, mais j'y crois pas beaucoup, parce qu'en fait, les
les GAFAM dont on parle, ils sont là, ils resteront. Ils étaient là en premier, il n'y a pas de raison qu'ils soient remplacés par quelque chose de mieux d'un point de vue éthique. Alors je vais terminer sur quelques affirmations que j'ai prises sur le site là qui est cité en dessous. Donc ce site, c'est un travail de la CNIL, entre autres, hein, le Comité national informatique et liberté. Donc en France, on a, je pense, une vraie préoccupation par rapport aux données. On a des lois et bon, il y a des gens qui font des choses et entre autres, ils ont proposé sous une forme un petit peu ludique des démonstrations sur certains sites web de zones, hein, qui sont fournies, qui sont de la publicité. On vous explique comment ces zones apparaissent. Entre autres sur Google, vous pouvez aller voir une démonstration. Et puis, il propose ces affirmations et quand on met le curseur de la souris dessus, apparaît celle que j'ai mise sur la colonne de droite. Avec des images qui donnent à réfléchir. Donc voilà, vous posez... maintenant, c'est à Google que vous posez la question de savoir ce que vous avez envie pour votre anniversaire. Entre autres, on parle maintenant de gouvernance algorithmique. Une grosse majorité de la présence sur le web et les acteurs sont sous une gouvernance algorithmique. Clic, clic, clic. Mon cerveau est tout engourdi. J'en ai parlé rapidement. On est dans une économie de l'attention. Hein, on était... dans les années 90, on était dans une économie de l'attention au niveau de la télévision. On parlait de rendre les cerveaux disponibles pour des annonceurs. On est dans la même économie de l'attention, sauf qu'elle se fait à l'échelle du clic maintenant. On zappe en 2 dimensions. On ne zappe pas sur une série de vidéos, mais on zappe sur tout un ensemble de choses qui sont positionnées sur un écran. Et puis on vous prend pour des bébés. Parle de ludification, de gamification. Alors oui, c'est agréable. Allez, tu as gagné des points, tu as fait ci, tu as fait ça. Oh, tu as 10 amis sur ton réseau, me dit Facebook. Tu participes au fait que le monde soit plus connecté. Voilà, on s'encourage les uns les autres. Hein. Les gens qui pensent qu'ils sont le metteur en scène de leur propre vie. Moi, je leur oppose, et ce site-là, et j'en ai parlé tout à l'heure, je leur oppose la quantification du moi. Vous avez l'impression d'être le metteur en scène de votre propre vie, et en fait, on est tellement nombreux sur Terre que je suis sûr que vous avez des sosies un peu partout, quoi. Alors, ils n'ont pas la même tête que vous, mais c'est juste la tête qui change, quoi. Mais ils ont exactement les mêmes goûts que vous, ils mangent les mêmes choses que vous, ils regardent les mêmes séries que vous, ils aiment les mêmes émissions que vous. Alors, sur certaines choses qui nous intéressent, c'est des sosies, quoi. Et comme on les connaît bien, et vous, quand vous arrivez, hop, plaf, c'est quantifié et blâme. Je laisse la foule penser pour moi. Ça, voilà, c'est Wikipédia, c'est l'intelligence de la foule, hein, on appelle ça la folksonomie, la sagesse des foules. Nos aïeux, nos ancêtres, je crois que la sagesse des foules, il ne fallait pas tout le temps leur en parler. Et des fois, ça fait peur, la sagesse des foules, il faut s'en méfier. Et puis, on s'aperçoit, là j'ai lu ça hier, suite à la tuerie qu'il y a eu à Las Vegas, là, il y a 2 semaines, une semaine et demie, je ne sais plus, ils se sont aperçus que tous les algorithmes de Google et de Facebook, ce qui remontait comme information quand on interrogeait ça faisait remonter des propos, les propos racistes, les propos des patriotes. C'est-à-dire qu'il y a des biais dans des algorithmes. Comme typiquement ce genre d'événements sont rares, il y a peu de recherches en continu sur ce genre de choses.
Ce qui fait que quand il se met à y avoir une masse de recherche sur ce type d'événement, bah, l'algorithme va essayer de faire des rapprochements et de trouver qu'est-ce qui est le plus proche de tout ça. Et là où vous voulez vous informer sur ce qui s'est passé à Las Vegas, dans le cadre d'une tuerie raciste, non, pas raciste, je suis en train de tout mélanger. Las Vegas, et puis il y a eu une tuerie raciste quelques semaines avant. Bon, je mélange tout, mais l'algorithme, quand vous vous mettez à l'interroger pour avoir des informations sur ce qui s'est passé récemment, il va vous faire remonter des choses qui sont proches, des espèces de sosies. Et quand on regarde le sosie, on s'aperçoit que tout ce qui remonte, c'est des choses qui sont présentes sur le web et que vous n'aviez pas forcément envie de voir remonter, c'est-à-dire plutôt les choses très orientées, racistes, terrorisme, ainsi de suite. Donc les algorithmes, si on pense que c'est la sagesse de la foule qui s'exprime, on se trompe lourdement, c'est le moyen qui s'exprime. Les data centers, qu'on qualifie de nouveau Wall Street, la donnée, les moteurs financiers de la donnée, ça c'est très clair que la donnée, elle vous permet de mieux vendre, donc de faire plus d'argent. Le reflet de ma bulle, Internet, pas du tout. Oui, c'est le reflet de vos sosies ou des sosies de vos amis. Et voilà, c'est ça votre planète Internet. Mais c'est des bulles filtrantes. Et puis, encore une piste de réflexion sur le fait que tout, pour certaines personnes, tout est sur le nuage. Les photos, les mails, les vidéos, les textes, tout est dématérialisé. Tout est distancié. On ne possède plus les choses, c'est plus matérialisé, on n'interagit plus avec les choses, on ne les touche plus, on interagit avec des écrans. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que, alors mon propos était très orienté, et que voilà ce qu'on appelle Big Data et l'intelligence artificielle, donc ça va ensemble. Ça vise à la construction d'une intelligence artificielle. On pourrait discuter de savoir si elle sera globale et à quoi elle servira, mais à des petits bouts d'intelligence artificielle qui sont rassemblés et qui travaillent dans l'ombre, des calculs dans les microprocesseurs et qui régissent une partie de plus en plus importante de notre vie. Et ce qui est important de retenir, c'est que c'est vous, c'est ce qu'on aspire de vous qui permet de construire cette intelligence artificielle. Si vous avez des questions.